Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce plateau spécial sur Zoom Info TV, votre chaîne de prédilection. Aujourd'hui, cette émission sera consacrée essentiellement à la recherche scientifique et innovation technologique. Et pour en parler, nous allons recevoir un ingénieur informaticien. Il est scientifique, disons aussi écrivain, parce qu'il a déjà plusieurs articles, un livre à son actif. Nous allons parler plus particulièrement de son récent ouvrage. Il s'agit bien sûr d'un article scientifique intitulé Codage assisté par l'intelligence artificielle, évolution ou érosion des savoir-faire en développement logiciel. L'auteur, c'est un ingénieur de la place. Vous allez bien sûr le découvrir tout au cours de cette émission. Cet article qui est publié dans la revue IGMCR qui explore, n'est-ce pas, l'impact des outils de l'intelligence artificielle. Notamment, vous avez les chat GPT sur les compétences des développeurs. Ingénieur Ogui, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour, n'est-ce pas, expliquer aux téléspectateurs le contenu de cet article que vous avez, n'est-ce pas, publié récemment. Merci beaucoup. Et tel que vous venez de le souligner, l'article scientifique que nous avons publié à l'édition internationale, c'est un article portant un thème nouveau. Un thème qui tourne autour de l'assistance des outils d'intelligence artificielle que la plupart des développeurs, les ingénieurs informaticiens, comme nous aimons les appeler comme ça, utilisent beaucoup plus ces outils-là. Alors, nous sommes partis des problèmes constatés de la manière dont ils utilisent ces outils et les compétences qu'ils ont reçues pendant leur parcours d'études. Et tous ces problèmes constatés nous ont poussés et aborder ce thème afin de donner des idées, de donner des pistes, des solutions, des orientations et la manière qu'il faut utiliser ces outils pour ne pas perdre les bonnes compétences d'un ingénieur informaticien. Ah bon, parlons que c'est du coup les motivations que vous avez données, ce qui vous a poussé, n'est-ce pas, à mener des recherches ou encore à écrire cet article. Et depuis qu'on est là comme ingénieur informaticien sur cette ville de Cabinda, et voire même les échos qui nous parviennent d'ailleurs, nous constatons que depuis l'arrivée des outils de développement et des intelligences artificielles qui assistent ces développeurs-là, nous avons constaté des petits soucis du genre, donner confiance totale à ces outils-là. Et moi-même, je suis victime de ça. À force d'utiliser ces outils-là, j'avais constaté moi-même que je perdais même certaines syntaxes. Parce que chez nous, en programmation, et quand nous parlons de syntaxe, c'est cette manière d'écrire correctement des instructions pouvant permettre à un outil d'interpréter correctement et accomplir une tâche spécifique. Alors, il y avait ce problème-là de perte de contrôle sur les syntaxes qu'il faut taper correctement, mais en donnant seulement la tâche à l'AIA. Et ce qui causait préjudice à certains ingénieurs, quand il n'a pas cet outil à ses côtés, il est difficile de progresser. Et c'est ce qui nous a poussé à essayer de fouiller et tenter de proposer des pistes de solutions pour leur permettre de ne pas beaucoup plus faire confiance à ces outils. Puisqu'on ne sait jamais, vous pouvez tomber dans un environnement où on vous exige de faire quelque chose sans dépendre de ces outils-là. Et là, ça sera vraiment une honte. Voilà pourquoi nous avons tenté de rédiger cet article-là pour aider les jeunes, surtout les jeunes d'aujourd'hui, qui sont arrivés et trouver ces outils opérationnels. En quoi pensez-vous que ce que vous avez mené comme recherche, ce que vous avez, n'est-ce pas, rédigé est pertinent pour la communauté scientifique d'aujourd'hui, mais aussi les développeurs? Nous avons constaté que ça a créé une faiblesse totale du côté ingénieur informaticien. Et cette dépendance-là, c'est ce qui nous a poussé à mettre en place des textes, des procédures pouvant aider ces jeunes gens à faire des choses avec toute responsabilité. Parce que les AIA, d'abord, sont des modèles entraînés sur les données qui existent
et non nettoyées. Dans ces données-là, il y a des billets, il y a des erreurs dedans. Et comme ces modèles-là sont entraînés, si ces billets-là ou les données ayant des billets dedans, il y a aussi de fortes chances que les logiciels produits par les jeunes gens, les développeurs qui vivent avec ces outils au quotidien, risquent d'avoir des erreurs dedans. Prenons un simple calcul. Et si je prends 2 plus 2, nous connaissons d'habitude que c'est 4. Si. Okay. Et si on donne confiance à un outil qui ramasse une donnée dans une base de données quelconque avec des erreurs non nettoyées, et l'IA peut se tromper en prenant 2 plus 2 et il peut faire ce que nous appelons chez nous la concaténation. La concaténation permet de relier des données ensemble. Au lieu de donner 4, là, l'IA peut vous donner 2, ce qui donne 22. Cette erreur-là ne peut pas être digérée par les utilisateurs ordinaires. Et voilà ce qui nous a motivés à faire quelque chose. Et c'est tellement pertinent du fait que nous devons avoir conscience sur ces genres d'erreurs-là. Si on les laisse, ça risque d'entraîner beaucoup de choses, même dans l'administration. Imaginez si c'est un logiciel orienté microcrédit ou une banque. Et ça vous produit ce genre de résultats. Pensez-vous que vous pouvez avoir de la valeur au sein de cette entreprise? Aujourd'hui, certaines personnes pensent qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, donc elles pensent à la place des programmeurs, tandis que d'autres pensent qu'elle vient justement améliorer la production, la productivité des développeurs. Comment vous y pensez? Qu'est-ce que vous avez dit concrètement dans votre article par rapport à cet aspect? Merci bien. Par rapport à cet aspect-là, et tous ces aspects marchent de pair. Et d'un côté, nous voyons cette croissance très rapide des AIA. Et cette croissance vient du fait que l'homme commence à donner plus foi à ces outils. Pourquoi donner plus de valeur, de l'importance à ces outils? Parce qu'ils accélèrent le travail. C'est la première des choses, puisque un travail qui peut être fait dans 3 heures, mais grâce à l'AIA, vous pouvez les réaliser dans moins d'1 minute. Donc ça, c'est le côté positif. Côté positif. La rapidité. La rapidité. Voilà. Et au-delà de ça, et d'un côté aussi, ça fait une analyse un peu pertinente, une analyse cadrée. Et donc, généralement, si on ne fait pas d'attention, nous applaudissons souvent les résultats des AIA. Ce sont de bons résultats. Et vous aussi, quand vous les lisez, ce sont vraiment de bons résultats. Maintenant, si vous ne connaissez pas au départ ce que vous voulez, sachez bien que ce qu'on va vous produire ne pourra pas refléter réellement ce que vous voulez. C'est pourquoi, dans l'article, nous avons montré tous ces aspects. Oui, l'AIA nous facilite la tâche de résoudre des problèmes rapidement. Et aussi du fait que ces AIA contiennent et disposent une large base de données, et ils ont la possibilité d'exploiter les données dont moi, je n'ai pas accès. Ces outils ont accès à toutes ces données-là. Maintenant, grâce à cet accès, il y a possibilité d'obtenir de bonnes données. Mais le problème, c'est que si ces données-là ne sont pas cadrées, ou les résultats renvoyés par l'AIA n'est pas ajustés, ça risque de ne pas refléter à 100% à vos besoins. Alors, c'est pourquoi, dans l'article, nous avons aussi demandé à ces développeurs-là d'essayer de connaître mieux ce qu'ils veulent réellement. Et si vous ne connaissez pas ce que vous voulez réellement, les résultats ne pourront pas être cadrés, ne pourront pas répondre à 100% à ce que vous vous attendez. Alors, voilà l'essentiel autour de ça. Est-ce que vous pensez qu'avec, donc, à l'ère de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, disons, y a-t-il des compétences humaines qui sont indispensables? Oui, les compétences sont là. Et il y a des gens qui vous codent, qui vous programment, sans faire appel à l'intelligence artificielle. Moi-même, je suis un exemple. Même quand je donne mes cours ailleurs, dans des établissements d'enseignement supérieur et universitaire, je n'ai jamais fait recours à l'AIA. Et je prépare les jeunes gens à une base très solide pour pouvoir coder sans faire appel à une connaissance externe. Faire confiance à la tête, comme je l'ai toujours dit, tout se passe dans la tête. Si la tête est disposée de faire quelque chose correctement, ça va se faire. Mais si la tête n'est pas disposée à faire correctement des choses, on a envie de dépendre d'une source externe, là, vous biaisez tout. Vous risquez de ne pas produire un bon résultat. Alors, moi personnellement, je
je peux coder sans passer par l'intelligence artificielle. Il y a même un logiciel qu'on appelle unique. Ce logiciel a été codé de A à Z sans l'assistance de l'intelligence artificielle. Manuellement, Par vous. par moi-même, mes doigts codés, donc taper ligne par ligne jusqu'à la fin. Et si nous ouvrons le code source de ces logiciels, il y a des milliards et des milliards de lignes de code. Donc je ne sais même pas le compter moi-même, vous dire que le nombre total de lignes de code qui se trouvent dedans, c'est autant. Est-ce qu'en rédigeant cet article, dans votre tête, n'y a-t-il pas une idée qui vous est venue selon laquelle, avec l'intelligence artificielle, les développeurs sont en train d'être envoyés au chômage? Pas forcément, et c'est pourquoi cet article est là. Et c'est un domaine qui ne pourra pas mettre un développeur en quarantaine. C'est vraiment difficile. Bien sûr, il y a des géants qui en parlent, qui soulignent déjà cet aspect des choses, qu'un développeur sera mis en quarantaine dans un bref délai. Car l'intelligence artificielle, il faut un développeur. Pour que l'intelligence artificielle fasse de grandes choses, il faut un développeur. C'est le développeur qui définit tous les algorithmes possibles d'analyse des données, des traitements, des requêtes renvoyées par l'humain. Et la constitution des données, c'est les algorithmes de l'ingénieur, du développeur, de l'informaticien. Et voilà pourquoi ça sera très difficile d'oublier d'un coup un développeur. Mais c'est là où nous attirons l'attention du développeur. Si le développeur n'arrive pas vraiment à garder les bases du développement, il risque de tout donner à l'intelligence artificielle et perdre complètement le contrôle. Là, il y a, d'ailleurs, selon les géants, ils disent que les AI que nous utilisons, des générations de textes, des générations des audios, des générations des vidéos, ce sont des modèles de bas niveau, l'intelligence faible. Et on n'a pas encore utilisé l'intelligence moyenne. Les jours qu'on utilisera l'intelligence moyenne, vous allez remarquer, même ces micros peut-être n'existera plus. Même moi-même, je risque peut-être de m'effacer. Il suffit seulement de prendre un son, mon son là, je donne à l'AIA et je donne un texte. L'AIA prend le texte et adapte tout avec mon ton. Et puis je prends ma photo et je donne encore à l'AIA. L'AIA va former un personnage identique à moi et qui va tout dire. Vous comprenez que les jours qu'on va atteindre ces niveaux, et les choses vont changer. Voilà pourquoi dans cet article, on interpelle la conscience des ingénieurs de ne pas perdre contrôle, de ne pas donner aussi foi à l'intelligence artificielle, d'essayer de garder les bases, d'essayer de garder les instructions là, vraiment des bases. Ce sont ces instructions-là qui peuvent aider un développeur de corriger même l'algorithme de l'intelligence artificielle. Puisque dedans là, il n'y a que les codes. Ouais. Quand vous dites, est-ce que vous pouvez me donner la superficie de la RDC? Ce sont des questions qu'on pose aux êtres humains. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller poser ça à l'enseignant. Il suffit seulement d'avoir un téléphone. Vous posez seulement cette question. L'AIA consulte toutes les bases de données du monde et trie la meilleure information qui correspond bien à la question posée. C'est qu'un humain ne peut pas faire dans moins d'une seconde. Mais l'AIA est à mesure de le faire. Alors, peut-on envisager que ces outils qu'on utilise actuellement deviennent véritablement les lieux d'apprentissage que plutôt d'être aujourd'hui comme des menaces des compétences? Oui, oui. Et d'un côté, une menace, mais le premier point qui est positif là, moi je salue ça. Nous devons nous préparer nous-mêmes en conséquence. Préparer les jeunes gens d'avoir la conscience sur ça et de manipuler ces outils avec toute responsabilité. De ne pas aller, d'ailleurs, s'il y a les ingénieurs qui vont me suivre, ils vont essayer de taper, de faire des recherches sur des sujets, des hacking, les sujets des violations des droits informatiques, des droits de propriété, pour créer un logiciel d'attaque, des logiciels malveillants, s'il faut bien le dire. Et vous verrez que l'AIA va s'échapper à ce genre de choses. Puisque même les développeurs eux-mêmes ont compris que nous devons utiliser les outils d'AIA, pas pour nuire, mais pour aider l'humain à accélérer ses activités et les améliorer à un niveau plus efficace. Mais, quel que soit tout ça, il y a les jeunes, il y a les gens
qui n'ont pas cette envie de garder toujours des choses positives. Ils veulent toujours créer des choses qui touchent à des mauvaises choses et qui réduisent même la qualité de certaines choses. Imaginez aujourd'hui là, le président peut faire donc même pas même le président, moi-même je peux faire une sortie médiatique. Mais si quelqu'un veut saboter cette sortie médiatique, il prend seulement une séquence de cette sortie médiatique, il traite et il met certaines séquences qui ne sont pas appropriées. Et quand vous regardez la vidéo, c'est presque moi qui est en train de vous parler. Et ça, c'est pas bon. C'est ce que nous condamnons, c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons que ces outils soient utilisés pour résoudre des problèmes complexes. Imaginez aujourd'hui, comme chez nous ici, nous avons un problème d'étude des ravins ici. Il nous faut peut-être passer par des calculatrices, utiliser des outils de mesure archaïques. Mais pourquoi, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il suffit d'avoir un bon outil, des drones, accompagnés de drones et d'autres matériels périphériques à côté. Et vous assis, vous commandez seulement, on vous donne tous les détails de l'environnement et vous pouvez prendre de bonnes décisions éclairées. Que d'aller avec des outils déjà dépassés, mettre calculatrice, vous mesurez la hauteur, vous mesurez l'impact. Non, nous ne sommes plus à cette ère-là. Alors, nous pensons très bien qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, ça ne concerne pas seulement les développeurs, parce que vous êtes scientifique. Est-ce qu'aujourd'hui, nos écoles ou nos universités peuvent aussi adapter leurs programmes face à cette réalité technologique que nous sommes en train de vivre? C'est vraiment une bonne chose si toutes ces institutions-là trouvaient cette option meilleure. Et personnellement, je les recommande même. Et les universités, les écoles et autres établissements de formation professionnelle doivent cadrer les matières en fonction de la nouvelle technologie que nous avons. Et même certains cours, même les enseignants, doivent déjà, en faisant leurs recherches, tenter de s'orienter dans cette optique-là. Vous ne pouvez pas interdire aujourd'hui l'enfant de ne pas aborder l'intelligence artificielle. Si vous l'interdisez, c'est une grosse erreur. L'enfant doit déjà s'habituer à ça, puisqu'on ne sait pas ce que ça sera demain. Et si l'enfant est en retard, et le jour que l'intelligence va prendre un niveau plus élevé, maintenant l'enfant veut s'adapter. Et vous verrez que cet enfant aura des difficultés d'atteindre les niveaux des enfants qui utilisaient déjà. Je connais des entreprises qui ont déclaré une faiblesse du fait qu'ils ont eu du mal à améliorer leur puce électronique pour s'adapter à la puissance de traitement plus élevée des données. Et aujourd'hui, ils ont connu un retard. Et les entreprises comme les entreprises d'Elon Musk, SpaceX, où on fabrique des outils pour aller dans l'espace, et ces entreprises-là fabriquent des puces électroniques ayant une puissance plus élevée. Et aucune entreprise aujourd'hui ne peut plus faire face à ce genre de fabrication-là. Imaginez Intel qui vous propose une puce, il y a une puissance plus élevée fois 5 ordinateurs que nous avons aujourd'hui. Et vous continuez à produire une puce, c'est un processeur qui a la puissance seulement d'un seul ordinateur, devant le public qui nous regarde. Et le public qui aime des choses qui épatent. Est-ce que une personne peut envisager d'aller payer un ordinateur qui ne peut résoudre que des problèmes à la capacité d'un ordinateur? Il va envier d'aller payer un ordinateur qui a une puissance fois 5 ordinateurs. Alors c'est ça. Il ne faut pas garder les pas. Essayez toujours de faire un pas. Les gens avancent, vous aussi vous avancez. Les écoles, les universités, les institutions de formation professionnelle doivent vraiment adapter leur programme d'études à cette nouvelle technologie pour ne pas connaître les retards. Voilà, nous sommes en train de chuter avec notre entretien. Codage assisté par l'intelligence artificielle, évolution ou érosion du savoir-faire en développement logiciel. C'est l'intitulé de cet article. Comment les lire aussi? Oui, pour les lire, l'article est en ligne. Vous pouvez passer par Google, le moteur de recherche connu par tout le monde. Tout de même, vous pouvez passer par Google Scholar, qui est réservé aux
aux scientifiques. Et tout de même, vous pouvez passer par l'intelligence artificielle, comme tel que nous sommes là. Si vous prenez seulement votre téléphone là et vous tapez qui est ingénieur Ogi Roger Niembo ou qui est Augustin Niembo Pampi, on va vous dire tout ce que j'ai déjà fait dans les domaines scientifiques, surtout dans mon domaine informatique. Et vous trouverez aussi tous les articles liés à moi. Et là-dedans, vous ne manquerez pas à ramasser mon article. Et vous pouvez aussi le trouver sur le site du Journal international des mathématiques où ça a été publié. Il n'est pas payant? Il n'est pas payant, c'est gratuit et c'est téléchargeable. Si vous voulez, je peux vous partager les liens. Tout de même, vous pouvez trouver ça dans les commentaires si la vidéo est diffusée. Merci beaucoup, ingénieur Guy Roger Niembo, pour cette temps d'entretien que vous nous avez accordé. Mais avant de nous quitter, peut-être un message que vous pouvez adresser aux jeunes développeurs ou encore aux chercheurs. Merci bien. Je sais bien que la discussion devrait être adaptée à une communauté tantôt technicien en informatique, technicienne en informatique, une communauté non technicienne en informatique. Et là, j'aimerais quand même placer les mots orientés aux techniciens du domaine informatique. Alors, je sais bien qu'actuellement, la plupart des développeurs, et donc, comme nous l'avons constaté ici chez nous dans notre rayon de la province de Lomami, particulièrement sur la ville de Cabinda, la plupart des jeunes étudiants, tout comme des licenciés de l'ancien système ou nouveau système qui utilisent les outils de développement, utilisent beaucoup plus un éditeur de texte qu'on appelle Visual Code. Et c'est cet outil qui booste davantage ces développements-là avec des AI. Dedans, il y a des modèles tels que Copilot, et il y a tels que ChatGPT, et d'autres modèles tels que Claude qui accompagnent cet outil-là pour le développement. Et à l'époque, on programmait sans faire appel au modèle d'intelligence artificielle avec cet outil de Visual Code. Mais aujourd'hui, on a intégré beaucoup de plings, c'est que beaucoup d'extensions et qui concourent au développement rapide. Alors, les jeunes gens ont découvert ça récemment et ils ont commencé à abandonner les bonnes pratiques de base. Oui, des bonnes, mais avec l'arrivée, ça semble que nous devons les ajuster. Et là, j'invite les jeunes à les utiliser avec sagesse. Et de ne pas beaucoup plus donner force à l'intelligence artificielle. Oui, c'est bien beau, ça nous aide à accélérer le travail. Alors, au moins, bravo aux gens qui sont dans d'autres plateformes telles que Visual Studio, tout simplement, où ils développent sous le langage C++ et C++ et autres langages qui sont inclus dedans. D'autres développeurs qui sont sur les Java, qui utilisent l'environnement comme NetBeans et n'ont pas encore cette chance d'accélérer leur développement. Ils font tout manuellement comme à l'accoutumance ou comme à la coutume. Alors, et nous qui avons adopté Visual Studio Code, nous avons ces petits soucis. Et j'interpelle à ces utilisateurs de cet outil, pas utilisateurs ordinaires, développeurs, de prendre conscience à cette manière de développer avec ces outils-là, Copilot et autres. Utiliser l'intelligence artificielle, c'est bien beau, mais vous devez maîtriser aussi le codage. Et si vous ne connaissez pas coder, vous n'irez pas loin, puisque l'intelligence artificielle attend une description textuelle. Vous devez rédiger vos besoins sous forme de texte. Et vous soumettez à l'intelligence, il vous produit des codes, les instructions informatiques. Et ce sont ces codes-là qui font mal si vous ne les maîtrisez pas. Puisque un code généré par l'intelligence artificielle peut être très complexe si au départ vous ne connaissez pas ce que c'est un code, comment ce code-là est constitué. Alors voilà pourquoi tout jeune qui veut aborder l'intelligence artificielle doit au départ connaître la programmation. Maîtriser d'abord les instructions de base, telles que la déclaration de variables, l'initialisation des variables, ça forme une catégorie d'instructions. Et au-delà de ça, il doit maîtriser les instructions d'entrée et sortie, puisque chaque machine demande une information en entrée. C'est cette information qui va permettre à une machine de traiter, grâce aux algorithmes définis dans un logiciel, de traiter des données
et restituer les résultats. La restitution des résultats est issue des instructions des sorties. Alors, au-delà de ça, la troisième catégorie, il s'agit des instructions de contrôle. Ce sont des instructions qui permettent aux machines de vérifier une information, de se rendre compte de l'état des choses, si la chose est en bon état ou mauvais état, et prendre des décisions conséquentes. Ça, c'est la troisième catégorie. Au-delà de cette troisième catégorie-là, il y a la quatrième catégorie qui est instruction répétitive, que nous appelons boucle. L'ingénieur informaticien doit maîtriser cette catégorie. C'est une catégorie d'ailleurs encore très compliquée pour les débutants. Si vous ne maîtrisez pas ça, ça risque de vous créer des problèmes énormes. Alors, il faut maîtriser ces quatre catégories pour bien comprendre les codes générés par les AI. Au-delà de ça, il y a ce que nous appelons les tableaux. Ce sont des zones mémoire, des types de variables plus vastes que des variables ordinaires. Il y a aussi les fonctions. C'est un ensemble de codes résumés dans un autre ensemble, permettant de résoudre un autre problème. On dirait à l'époque, on les appelait comme des sous-programmes. Un ingénieur doit savoir comment définir une fonction. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la programmation orientée objet, ça devient encore plus drôle. Si un ingénieur ne maîtrise pas la programmation orientée objet, il est foutu, puisque vous devez connaître ce qu'on appelle classe. Vous devez savoir ce qu'on appelle propriété d'une classe. Vous devez savoir ce qu'on appelle méthode d'une classe. Vous devez savoir comment appliquer l'encapsulation des données d'une classe. Et en fin de compte, vous devez connaître ce qu'on appelle objet en programmation orientée objet. Si vous ne connaissez pas tous ces concepts-là, ça vous sera très difficile, et ces concepts se traduisent toujours en code source, en instruction informatique. Voilà pourquoi l'ingénieur doit avoir cette base-là. Et si cette base manque, et l'AIA, bien sûr, va générer de bonnes choses et va accélérer son travail, mais en fin de compte, il va se rendre compte que ce qu'il a réalisé ne respecte pas réellement certaines normes que lui attendait. Merci beaucoup, dames et messieurs. Complètement terminé cet entretien. C'est par cette interpellation, cette prise de conscience recommandée à tous les développeurs ainsi que les scientifiques par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle que nous bouclons cet entretien avec l'ingénieur Ogi Roger Nyembwe, qui est informaticien, chercheur, mais aussi écrivain. Avec lui, nous avons parlé de son article publié récemment, intitulé « Codage assisté par l'intelligence artificielle, érosion ou donc évolution ou érosion des savoir-faire en développement logiciel ». Vous avez suivi en long et large tout ce qu'il a prodigué comme conseil aux développeurs, aux scientifiques, ainsi qu'à toute la communauté, disons, scientifique. Merci. Jean-Fidèle Mamba était derrière les caméras. Sylvain Fizé Moukadi, je l'ai recevé pour vous. Ces chercheurs, avec plaisir de vous retrouver peut-être prochainement pour de nouvelles questions sur les nouvelles technologies. Merci beaucoup, cher journaliste.